Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Donc on se connaît puisqu'on officie tous les deux à Sciences Po. Vous êtes professeur émérite en sciences politiques, spécialiste des relations internationales et auteur et co-auteur de 53 ouvrages, le dernier étant Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique aux éditions CNRS. C'est bien cela ? C'est cela. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui vous tient à cœur, un de plus. Quel avenir pour un monde sans véritable leader ? Alors la question qu'on pourrait peut-être se poser tout de suite derrière ça, c'est la Chine est-elle intéressée à asseoir un leadership politique compte tenu de sa situation économique ? Que recherche la Chine au fin de compte aujourd'hui ? Je crois que tout être humain, toute collectivité sociale a un désir de puissance et je dirais un désir de domination. Ça fait partie de l'universel humain. Maintenant, nous, dans notre histoire européenne, et on pourrait élargir à occidentale, on traduit domination par hégémonie, ce qui est beaucoup plus exigeant. Parce que derrière l'hégémonie, il n'y a pas seulement le simple fait de dominer, et encore une fois, tout le monde essaye de dominer le monde ou ses proches. Derrière l'idée d'hégémonie, il y a la superposition d'une domination économique, sociale, culturelle, politique, militaire. C'est-à-dire, l'hégémonie, c'est aussi une histoire de conquête, de contrôle, d'omniprésence, de réelle participation à ce que Hobbes, en son temps, appelait la lutte des gladiateurs. La Chine, c'est différent. D'abord, la Chine a eu une histoire longue d'humiliation. C'est très important, l'humiliation dans les relations internationales, comme partout d'ailleurs. Et elle a retiré de cette expérience le fait que ce qu'elle a subi est véritablement à rejeter. Alors ça pourrait paraître angélique de dire cela, mais il y a derrière cela un argument utilitaire qui avait été avancé par ce grand monsieur de l'histoire chinoise, qui était Zhou Enlai, qui disait finalement l'hégémonie occidentale, c'est un peu le contraire du loto. Enfin, lui ne donnait pas cet exemple, mais je traduis ainsi. Ça coûte très cher et ça ne rapporte rien. Pas grand-chose. Et voilà. Et donc, ce que veut faire la Chine, c'est dominer, d'abord pour satisfaire ses besoins, mais pas nécessairement pour imposer le modèle chinois partout dans le monde. Les Chinois n'essayent pas de siniser le monde. Il n'y a rien de messianique dans ce peuple qui est un peu un peuple sans Dieu au sens où nous l'entendons. Il leur manque un Hollywood ? Peut-être, d'un certain point de vue, et surtout l'idée que vous n'êtes pas chinois, c'est ennuyeux pour vous, mais nous, ça ne nous dérange pas. Et ça, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre parce que nous avons créé notre modernité sur l'idée des Lumières, de l'universalité. Notre modèle était nécessairement le meilleur. Alors comme c'est le meilleur, il faut l'exporter et le diffuser. Ça a donné la colonisation, ça a donné la domination militaire, justement. Alors que la Chine est, dans son action internationale, beaucoup plus pragmatique. Quand on a besoin d'exercer notre domination, on le fait. Et Dieu sait s'ils savent le faire sans aucune concession, avec beaucoup de violence. Regardez les malheureux Ouïghours, par exemple. Mais quand ce n'est pas nécessaire à notre approvisionnement ou tout simplement aux nécessités, aux besoins de notre commerce, on ne le fait pas. Et ça change tout dans l'histoire des relations internationales. Ça, c'est sur l'aspect politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intention de la part des Chinois, comme vous dites, de sinéiser le monde. Oui, c'est politique, militaire et culturel, du coup. C'est-à-dire, on ne va pas attendre de l'Éthiopie qu'elle adopte les principes de Lao Tse ou de Confucius, comme Jules Ferry considérait que nous devions éduquer les races inférieures, disait-il, en désignant les mêmes populations. Tout à fait. Mais est-ce que la nouvelle génération de Chinois va rester dans cette logique, dans ce devoir de mémoire de l'humiliation ? Vous le savez, on n'est pas, vous le savez bien d'ailleurs, on n'est pas des devins. Bien sûr, il y a une grande interrogation sur l'avenir. C'est-à-dire, est-ce que ce modèle est tenable ? Voilà. Et notamment, est-ce qu'il n'implique pas, parce que c'est là l'épreuve vérité, un relais militaire ? Alors, par exemple, on sait que la Chine a construit des bases militaires, par exemple à Djibouti. Est-ce que cela n'implique
conforter des circuits économiques et commerciaux, les protéger, ou est-ce qu'au contraire, c'est un effet presque mécanique des logiques de domination? On commence par contrôler les circuits économiques et après, on est comme aspiré dans une logique de domination politique et militaire. C'est un peu notre histoire, parce qu'au départ, notre conquête à nous, Européens du monde, elle était plutôt de type économique, mais avec une ambiguïté, c'est-à-dire quand Vasco de Gama se déplaçait vers le subcontinent indien, c'était avec la double idée de faire commerce, mais aussi de convertir le prince local. Là, la conversion, pour l'instant, n'existe pas. Est-ce qu'elle va être aspirée ou pas? On ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est que, en tous les cas, la Chine est obligée de militariser sa domination dans sa région. Il faut distinguer l'Asie orientale, la mer de Chine, les voisins, du reste, oui, et même au-delà, n'est-ce pas, du reste du monde. Pourquoi? Parce que la Chine est un empire multimillénaire et donc elle a, sur son territoire et son espace, des réflexes impériaux. Pour l'instant, ils ne sont pas diffusés, c'est-à-dire ce que l'on fait dans le cas du projet au bord, One Belt, One Road, la route de la soie, c'est différent. Donc, en résumé, la Chine n'a pas besoin de se fabriquer d'ennemis? Eh bien voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que notre modèle de domination était un modèle de confrontation, alors que la Chine mise sur un modèle d'interdépendance, ce qui est tout à fait différent. Interdépendance et confrontation, c'est le contraire. Nous, on est schmittiens. Vous vous rappelez Carl Schmitt, ce philosophe et juriste allemand, qui disait « La nation ne se construit qu'en ayant un ennemi en face ». La Chine a tendance à considérer qu'elle se construira en ayant des réseaux de capillarité partout. Qui alimente l'interdépendance de l'Empire du Milieu avec le reste du monde. Ce sont deux paris différents. Et pour l'instant, moi, je miserais sur cette différence. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle aujourd'hui de guerre froide entre la Chine et les États-Unis? Qu'est-ce que ça veut dire, la guerre froide, entre deux géants économiques aussi fortement interpénétrés? La Chine a un besoin crucial d'avoir une économie américaine saine et en bonne santé, donc, comme les États-Unis ont besoin également de l'activisme économique de la Chine. Donc on n'est plus dans une logique d'inimitié. C'est clair. Merci beaucoup Bertrand Badie pour cet échange et à très bientôt.